tarda, benvinguts. Avui tenim entre nosaltres Lilian Thuram, una persona prou coneguda per moltes raons, també per la seva trajectòria futbolística que el va portar aquí a Barcelona durant 2 anys, després d'estar 10 anys a la Juventus de Turín, però sobretot per el seu treball en el terreny de pensar, treballar, ajudar a fer coses a través d'una fundació que afronta problemes de caràcter social i especialment en el tema del racisme. Ell ha publicat ara un llibre que se'n diu El pensament blanc i aquesta és la raó per la que avui el tenim entre nosaltres i doncs farem aquesta llarga conversa a la que us anirem incorporant, si voleu, ell i jo. Lionel, merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors, on commence. On commence. Oui. Comme je te propose de lire un petit morceau de ton livre pour commencer, un morceau qui dit comme ça. Un soir, je décide de téléphoner à mon ami d'enfance, Pierre. Allô, Pierre, ça va? Salut, Liliane, ça va et toi? Dis-moi, je peux te poser une question? Vas-y. Pierre, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc? Je sens une citation au bout du fil. Quoi? Je ne comprends pas bien. Pierre, tu es d'accord que je suis noir? Ben, oui. Si moi je suis noir, toi tu es quoi? Ben, je suis normal. Je me suis mis a rire. Em sembla que aquesta anècdota del llibre del Lilian Thuram ens va molt bé per començar. Alors, Lilian, voilà, à partir de ce point de départ, si tu veux, on ouvre un peu le jeu. La première question, c'est qu'est-ce que c'est la pensée blanche? Ben, la pensée blanche, ça peut être la réponse de mon ami Franck. Pourquoi? Tout d'abord, la réponse que donne Franck est une réponse liée à un conditionnement. C'est-à-dire que chacun de nous ici, nous sommes le fruit d'un conditionnement d'histoire qu'on nous a raconté. Et très souvent, on ne se pose jamais la question à savoir pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. Et effectivement, Franck, c'est mon ami d'enfance, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Et pourtant, lorsque je lui demande est-ce qu'il est blanc, en fait, il ne sait pas quoi répondre. Et je lui dis, mais moi, je suis noir. Il me dit, bah ouais. Et je lui dis, mais si je suis noir, toi, t'es quoi? T'es normal, la norme. Comment, en fait, Franck peut me répondre qu'il est la norme? Ben, tout simplement parce que c'est le fruit d'une histoire. C'est-à-dire que chacun de nous ici, nous sommes le fruit d'une histoire où on a racialisé les gens. C'est-à-dire qu'on a construit des supposées races en disant qu'il y avait la race blanche, la race noire, la race rouge, la race jaune. Et on a fait des hiérarchies entre ces personnes selon la couleur de la peau. Et on a de façon inconsciemment ancré depuis des siècles qu'il y avait une norme. La norme, c'était être blanc. Par exemple, ma mère a grandi aux Antilles et dans cet univers-là, il fallait se rapprocher du blanc, parce que le blanc était l'excellence. Ma mère, lorsqu'elle était jeune adolescente, par exemple, on lui disait qu'il fallait se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau chapeauée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est comment toute une société ne se perçoit pas. Par exemple, moi... je suis devenu... Je posais une question avant de répondre à ça. Qui est blanc et blanche ici? Levez la main. Qui est blanc ou blanche ici? Je ne sais pas, levez la main. Qui est blanc ou blanche? Parce qu'il y a une dame qui me fait... Ça veut dire tout le monde. Ok. Madame. Ok. Vous appelez comment? Mar. Ok. Vous êtes blanche? Oui. Vous êtes sûre? Vous connaissez les couleurs? Si je vous montre quelque chose de jaune ou vert, vous n'êtes pas daltonienne? Je suis caucasienne. D'accord. Ok. Ça, c'est de quelle couleur? Non. Est-ce que vous avez la même couleur? Non, c'est presque. Non, parce que les blanches seraient plus albinos.
Les albinos. Ok, donc vous n'êtes pas de cette couleur. Alors pourquoi vous dites que vous êtes blanche? Je suis rose jaune, peut-être. Non, parce que si vous parlez, vous n'êtes pas noir. Ah. Oui, mais quand j'ai dit si vous étiez blanche, vous avez levé la main. Donc vous êtes en train de découvrir que vous êtes rose. Non. Je le dis parce que je ne voulais pas dire que je suis normale. Comme je ne voulais pas dire normal. Ah, parce que au début, vous alliez dire je suis normal. Non, j'écoutais les morceaux du livre qu'il a lu et je pensais, c'est vrai, je ne suis pas normale. Je suis normale dans cette définition. Et quand vous avez posé la question de s'il était blanche, c'est pour ça que j'ai levé la main. Ok, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous utilisons des identités de couleur de peau sans que ce soit vrai. Ouais. Par exemple, mon fils, Kefren, lorsqu'il était petit, un jour, je lui dis, mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Et là, il me regarde, il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Et moi, je me dis, mince, il n'assume pas sa couleur de peau. Il me dit, mais papa, je suis marron. Et je lui dis, mais mon chéri, les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Il me dit, ben, ils sont roses. Et lui, il avait 4-5 ans. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous ne connaissons pas l'histoire de nos identités liées à la couleur de la peau. Et le fait de dire que nous sommes blancs ou noirs, mais ça vient de la construction des supposées races. Mais ça vient aussi de la hiérarchisation. Et donc, ça veut dire que très souvent, on ne se rend pas compte que nous sommes éduqués à travers une certaine identité. Et voilà pourquoi mon copain dit, il est normal. Parce que depuis des siècles, on a construit que la norme était blanche. Et que les autres, par exemple, on pouvait les catégoriser. Par exemple, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ou utilisé « c'est un homme de couleur ». D'accord ? C'est un homme de couleur. Ça voudrait dire que les blancs ne seraient pas de couleur. Et ce qui est très intéressant aussi, il y a une histoire de ces termes. Ce terme veut dire « il est presque blanc », mais il n'est pas totalement comme nous. Parce qu'au départ, maintenant on parle des noirs, des hommes de couleur, mais quand ça a été inventé, c'était pour ceux qui étaient très 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 métissés et que presque on ne pouvait pas savoir qu'ils étaient blancs. Et ce terme a été inventé pour dire « attention, il est de couleur, il ne peut pas avoir les mêmes droits que nous ». Et l'idée de ce livre, de la pensée blanche, c'est de connaître l'histoire de la racialisation du monde et pour comprendre en fait pourquoi aujourd'hui il y a encore des problématiques de racisme. Parce que cette pensée blanche, cette hiérarchie selon la couleur de la peau, en fait, a construit notre monde actuel. Et très souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça. En fait, très souvent, on ne se rend pas compte que depuis des siècles, il y a un contrat racial. C'est-à-dire que très souvent, on croit que les philosophes des Lumières ont mis en place un contrat social, et c'est vrai, ils ont mis en place un contrat social, mais à la même époque, il y avait un contrat racial. Le contrat social était pour les personnes blanches. Parce qu'à la même période qu'il y a les philosophes des Lumières, il y a l'esclavage des Noirs. Donc les Noirs n'étaient pas vus comme des êtres humains. Et lorsqu'il y a des problèmes de racisme aujourd'hui, ce n'est que la continuité de cette histoire. Et c'est à l'âge des Lumières qu'apparaît le code noir, et c'est très important. Exactement, c'est pour cela que je dis le monde moderne, le monde actuel s'est construit à travers la racialisation du monde, et pour cela, il faut connaître les lois du passé. Effectivement, le code noir, moi je suis français, donc le code noir, c'est un code qui gérait les esclaves noirs en disant « ils n'ont pas les mêmes droits parce qu'ils sont esclaves, ils sont noirs, ils sont inférieurs ». Et si on vous le répète pendant des siècles, ça finit par être vrai. Parce que n'importe quelle bêtise qu'on peut raconter, si on le raconte 100 fois, ça finit par être vrai. Et après le code noir, on l'a enchaîné avec le code de l'indigénat. Et c'est une nouveauté historique qu'on perçoive les personnes de couleurs différentes sur le même plan d'égalité.
C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Je vois que la grande majorité des gens ici, ce sont des femmes. C'est exactement le même mécanisme que les hommes et les femmes. C'est exactement le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on a construit des catégories. Les hommes, les femmes. Les hommes ont construit l'idée qu'ils étaient supérieurs aux femmes. Et donc, ça a été inscrit dans les lois, donc c'est devenu naturel. Les femmes, les hommes vivant dans la même société ont intégré ce discours, ont accepté ce discours. Eh bien, selon la couleur de la peau, ça a été fait exactement de la même façon. C'est-à-dire que chacun de nous, on reproduit des schémas sans y penser. Enfin, sans y penser pour beaucoup. Après, il y en a qui veulent que les choses restent en état. Il y a une certaine hiérarchie, non, des peaux, disons. C'est pas même du point de vue des blancs, c'est pas le même les noirs que les jaunes, les chinois, qu'on dit les jaunes. Il y a une certaine hiérarchie, non? Bien sûr qu'il y a une hiérarchie. Mais en fait, c'est tout à fait compréhensible qui est cette hiérarchie. C'est comme ne pas comprendre qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes. C'est le fruit de l'histoire. Moi, je suis, encore une fois, des Antilles, et lorsque on analyse l'histoire des Antilles, c'est quoi cette histoire? On va dire que ça raconte l'histoire du monde. Il y a des gens qui arrivent dans les Amériques, qui massacrent les populations autochtones. Les populations autochtones sont massacrées. Il faut des gens pour travailler la terre. Ils vont chercher des gens en Afrique qui mettent en esclavage aux Antilles. Et donc, commence justement cette hiérarchie selon la couleur de la peau. Les personnes qui ont été mises en esclavage, en fait, ils ont reproduit les mêmes schémas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'aux Antilles, par exemple, les gens se regardent à travers la couleur de peau. Et plus vous êtes clair de peau, plus vous êtes valorisé. Notamment, les femmes qui sont très claires de peau, en fait, sont valorisées sur le marché de l'amour. Et ce qui est très intéressant, quand on parle de la racialisation du monde, de cette pensée blanche, il faut savoir que, peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais les hommes noirs survalorisent la beauté blanche. Les hommes noirs, c'est-à-dire que les hommes noirs, des hommes comme moi, en fait, ont développé, beaucoup trop d'entre eux, un mépris pour la femme noire. Vous allez remarquer, peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça, parce que j'espère que tous les jours, vous ne pensez pas à la problématique du racisme. Moi, un petit peu quand même. Déjà pour savoir dans le monde dans lequel je vis, pour protéger aussi mes enfants, puisque potentiellement ils peuvent subir le racisme, et le rôle de tout parent, c'est de protéger ses enfants. Donc, essayez de dire à ses enfants, faites attention, vous vivez en ce monde, faites attention de ne pas reproduire des schémas. Vous allez voir qu'en règle générale, les hommes noirs qui réussissent dans la société, très souvent leurs femmes sont blanches. Pourquoi? Parce qu'on nous a éduqués en tant qu'hommes. Bon, je le dis entre vous, ça reste entre nous, les hommes, nous ne sommes pas très très malins. On n'est pas très très malins. C'est-à-dire qu'on nous dit, être homme, c'est montrer son pouvoir. Et montrer son pouvoir, ça peut être à travers une belle femme. En disant, t'as vu ma femme, comment elle est? Mais on ne se le dit pas comme ça, attention, hein, c'est de l'ordre de l'inconscient. Hein. C'est avoir une belle voiture. Ça veut dire que ça montre aussi son pouvoir financier, avoir une belle voiture. Parce que je ne suis pas sûr qu'une femme se dise, tiens, je vais avoir une belle voiture pour montrer que j'ai du poids dans la société. Non, c'est peut-être autre chose. Comme je ne suis pas une femme, je ne sais pas. Mais les hommes, je connais un petit peu. Ou avoir une très grosse montre. Parce que si on a une grosse montre, effectivement, on a un pouvoir. C'est-à-dire qu'on existe sans parler. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, pas tous les hommes sont comme ça. Hein. Je regarde des hommes qui me regardent bizarrement. En fait, ce qui est très intéressant, ça sont des symboles de la logique capitaliste. Exactement. C'est le symbole de la réussite financière. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que même les personnes noires ont développé un mépris d'eux-mêmes. Mais ce qui est normal, puisqu'on vit dans une société où, en fait, on dit qu'être blanc, c'est mieux.
Et vous allez voir qu'en Afrique, il y a beaucoup d'endroits où les hommes et les femmes se blanchissent la peau. En Asie, les femmes se blanchissent la peau. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a une obligation, une injonction à aller vers la norme. Et la norme, depuis des siècles, c'est être blanc. Et la construction de la norme, ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique, c'est une forme de racisme aussi, l'expression, joue un rôle déterminant. En fait, vous savez, tout est une question, comme je dis, d'histoire qu'on vous raconte, qu'on nous raconte. Nous sommes le fruit d'histoire qu'on nous raconte, d'accord ? Je vais vous montrer une carte. Vous voyez cette carte ? J'ai un monsieur qui dit qu'il faut que je la retourne. Elle est pas... Ah, excusez-moi. Comme ça, c'est mieux ? Ah, ok. J'avais pas fait attention. Comme ça, la carte, elle est mieux. Ok. En fait, ce qui est très intéressant sur cette carte-là, c'est que peu importe où je vais, les gens me demandent de retourner la carte. En fait, en oubliant que la Terre, c'est comme un ballon de foot. Un ballon de foot, on ne peut pas dire que c'est à l'envers, parce que c'est rond. La Terre, c'est exactement la même chose. Mais en fait, très souvent, les gens me demandent de retourner parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce point de vue. Et en fait, dans la vie, ce qui est très compliqué, c'est changer de point de vue. Les cartes traditionnelles que vous connaissez, qui sont comme ça, en règle générale, peut-être que vous ne le savez pas, ces cartes-là ne respectent pas les vraies proportions selon les continents. L'Europe est au centre. Donc on doit se poser la question, pourquoi on a mis l'Europe au centre ? Est-ce que c'est un hasard ? L'Europe est agrandie. L'Amérique du Nord est agrandie. L'Afrique est rétrécie sur les cartes traditionnelles. L'Afrique sur les cartes traditionnelles est tellement rétrécie qu'on a l'impression que la Russie serait plus grande que l'Afrique. On peut se poser la question, pourquoi on a choisi de nous raconter le monde dans cette direction ? Et rien n'est anodin. Et donc, l'idée, c'est, est-ce qu'on peut changer de point de vue ? Et comme vous disiez, si on raconte aux enfants du monde que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous pensez sincèrement que ça ne joue pas quelque chose dans l'inconscient collectif ? Moi, quand je vais visiter les écoles, je dis souvent aux enfants, fermez les yeux. Vous vous imaginez que vous êtes sur le bateau de Christophe Colomb qui arrive dans les Amériques. Donc les enfants, ils ferment les yeux. Je leur dis, mais est-ce que vous voyez les gens sur la plage ? Donc les enfants sont surpris qu'il y ait des gens sur la plage. Et je leur dis, mais est-ce que les gens sur la plage disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique ? Et là, les enfants, ils me disent, non. Et je dis, mais c'est ça le problème. En fait, le fait de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on voit bien que dans cette petite histoire se met en place une hiérarchie. Les autres existent quand le monde européen arrive. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, en fait, qu'il n'y a personne qui habite là. Et que ces terres, c'est à l'Europe. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de questionner, en fait, l'histoire qu'on nous raconte, de changer de point de vue. Et pour comprendre ce que je dis, en fait, il faut savoir changer de point de vue. Parce que si on veut comprendre l'histoire du racisme, il faut chausser les lunettes de ceux qui pourraient subir le racisme. C'est comme, par exemple, je pense que beaucoup d'hommes, et moi le premier, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que les femmes ne vivaient pas l'espace public de la même façon qu'un homme. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre cela. Parce que quand vous vivez votre vie et vous vous mettez rarement à la place de l'autre. Et je pense qu'effectivement, se mettre à la place de l'autre permet de comprendre la complexité du monde et comprendre les choses à rectifier. Et comme on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, ce qui est sage, c'est d'écouter l'autre. Et qu'au fond, toutes les formes de suprémacisme, comme le racisme, comme les machismes, comme toutes les formes de suprémacisme sont une carte du monde, une façon d'établir une carte du monde. En fait, je pense que c'est une construction politique. Et ce n'est jamais
due au hasard. C'est-à-dire que si les hommes ont construit leur supériorité sur les femmes, c'est pour pouvoir justement faire en sorte que les femmes soient à disposition. C'est-à-dire que, et ce qui est très intéressant dans la construction, dans la normalisation d'une certaine violence, c'est que ceux qui sont violentés finissent par accepter ce schéma de pensée. Ou pire encore, défendent ce schéma de pensée. En disant « Ouais, mais mon chéri, t'inquiète pas, je vais le faire, c'est à moi de le faire parce que je suis une femme. » En fait, c'est ça qui est très intéressant. Et dans tous les modes de conditionnement, que ce soit même dans le conditionnement religieux, on va retrouver ces schémas de domination et ces schémas sont acceptés. Par exemple, dans la domination liée à la couleur de la peau. Moi, j'ai une maman qui est très, très, très croyante. D'accord ? Très croyante. C'est-à-dire que le matin, avant de mettre le pied par terre, il faut qu'elle fasse sa prière. Et moi, je rigole très souvent avec ma maman. Je lui dis, mais maman, je comprends pas. Toi, tu es marron, foncé. Tu pries un Dieu blanc. Quand tu vas à l'église, toutes les personnes qui sont au mur sont blanches. C'est bizarre quand même, non ? Et elle me dit, mon fils, arrête de parler, je vais prier pour toi. Comme si je disais je dis juste quelque chose de vrai. Ça n'a aucun sens. Et je lui dis, maman, je vais t'expliquer quelque chose. Si demain, des personnes blanches rentrent dans une église, Jésus est noir, Dieu est blanc, tout le monde est noir sur les vitraux, mais ils sortent en courant parce qu'ils se disent, quelle est cette malédiction ? Et vous, aux Antilles, ça ne vous pose pas de problème. Mais ça ne leur pose pas de problème parce qu'en fait, ils ont été conditionnés dans ce sens. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'un conditionnement. C'est-à-dire, la pensée blanche est tellement puissante qu'elle a rendu Dieu blanc, alors que personne n'a vu Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, Hollywood a fait un dessin animé où est-ce qu'il y avait une sirène. Et ça a créé des problèmes. Parce que les gens ils disaient « Non, mais c'est pas normal que la petite sirène soit noire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et moi, on m'avait posé la question, j'avais dit, mais il faut dire aux gens que la petite sirène n'existe pas vraiment. Mais il y a des gens qui défendent l'idée que la petite sirène ne peut pas être noire. Mais la petite sirène, personne ne l'a vue. Les religions, ils ont joué un rôle très important. Oui, dans le racisme, effectivement, la religion a joué un rôle très, 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 très négatif. Je ne sais pas si vous avez... en règle générale, quand même, vous devez être comme ma maman, je pense. Il doit y avoir quand même beaucoup de personnes ici. Moi, je respecte la religion parce que je pense que c'est très important. De toute façon, il n'y a pas de société sans religion parce qu'il y a des questions existentielles qu'on ne peut pas y répondre. Donc, la religion, c'est fondamental. Mais la religion a construit l'idée que les Noirs étaient maudits à travers l'histoire de Noé, de Cham. Et vous savez, quand c'est inscrit dans la religion, les gens ne se rendent pas compte, mais inconsciemment, ça reste. Ça veut dire que Cham sera esclave de ses frères. Et on a construit l'idée que Cham était noir, mais au départ, il n'est pas noir. C'est ça qui est très intéressant aussi. Parce qu'en fait, comme nous sommes des êtres de discours, de conditionnement, on peut nous conditionner à n'importe quoi. Parce que certains d'entre vous pourraient se dire non, c'est pas vrai. Chacun de nous ici, on peut être conditionné. Il suffit de répéter sans cesse une information, on finit par effectivement accepter cette information. Et depuis des siècles, on a construit effectivement qu'être noir était une malédiction. Et les personnes noires aussi ont intégré ça à travers la religion. Voilà. Et, mais, il y a aussi un racisme, que c'est le racisme anti-arabe, dans lequel la religion joue un rôle encore plus important, parce qu'au fond, il y a dedans un conflit entre les religions. En fait, moi, je pense que la religion, c'est pas tant la religion, c'est comment on crée de l'appartenance. C'est-à-dire que c'est de la psychologie sociale. Ça veut dire, si je dis toutes les personnes qui portent des lunettes, ce sont les personnes les plus intelligentes. D'accord ? Nous sommes d'accord. Ceux qui portent des lunettes, nous sommes d'accord. OK. Et donc, ça veut dire que tu crées un sentiment d'appartenance. OK.
Et les gens qui n'ont pas de lunettes, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, lui? C'est n'importe quoi, c'est faux. C'est ceux qui n'ont pas de lunettes qui sont plus intelligents. Et donc, c'est comment, dans une société, on crée de l'appartenance. Et à partir du moment où, effectivement, vous êtes d'une religion, vous acceptez une certaine vision du monde. Si vous êtes d'une autre religion, vous acceptez une autre façon de percevoir le monde. Donc, déjà, il y a un problème. Et donc, en fait, c'est cela, l'appartenance. Je suis catalan, je ne suis pas autre. Je suis français, je ne suis pas espagnol, je ne suis pas italien. Et donc, il y aura tout un discours qui va conditionner. C'est-à-dire que s'il y a une histoire qui est extrêmement vieille, c'est-à-dire d'un enfant qui est né il y a 10 ans, et on lui parle, oui, tu sais, nous, les Catalans, nous sommes comme ça, et eux, attention, ils sont comme ça, l'enfant de 10 ans grandit, et à 20 ans, il dit, ouais, nous, les Catalans, moi, j'aime pas cela, mais il ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'on lui a raconté une certaine histoire. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour cela qu'il faut avoir cette capacité, je pense, de se décentrer, de regarder différemment. Et je pense qu'en se décentrant, en regardant différemment, on a cette capacité à accepter que les choses peuvent être multiples. Et lorsqu'on a cette capacité à penser que les choses sont multiples, en fait, on ne se perçoit pas au centre. Et le fait de ne pas se percevoir au centre, en fait, ne crée aucun problème. Mais pour certains, oui. Pour certaines personnes, ils ne veulent pas remettre en cause leur fait de leur centralité, parce que ça les déstabilise. Mais au fond de tout ça, il y a le problème que le pouvoir, n'importe quelle forme de pouvoir, ne peut pas accepter le décentrement. Non, parce que, en fait, si vous voulez, moi, lorsque je parle de la hiérarchie des couleurs de peau, lorsque je parle du racisme, je veux juste dire aux gens que, en fait, c'est une construction politique et c'est un piège. C'est-à-dire, c'est une construction pour légitimer la violence économique. L'esclavage, la colonisation, ce sont des constructions économiques. Et pour masquer leur violence, il faut légitimer la violence en disant ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous, ils sont moins bien que nous, et donc c'est normal qu'on fasse ça. Et pire encore, on leur fait ça pour leur bien parce qu'ils doivent devenir comme nous. Et nous, on doit les aider à qu'ils deviennent comme nous. Et donc vous finissez par être complice d'une minorité cupide. Et c'est pour ça que moi je dis très souvent, il faut toujours s'attarder au discours économique qui légitime la violence. Et la grande majorité des gens subissent cette violence, et peu importe leur couleur de peau. Je rappelle souvent que lorsqu'il y a l'esclavage des personnes prises en Afrique et mises en esclavage dans les Amériques, en fait, il y a le servage en Europe. La grande majorité des personnes blanches pauvres, en fait, sont exploitées. Pendant la colonisation, c'est pareil. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est se dire, il ne faut pas tomber dans le piège des uns contre les autres, mais peut-être se dire que nous devons défendre des politiques de solidarité dans nos sociétés. Et pour ça, c'est se percevoir faisant partie de la même équipe. Et donc, les politiques, non. C'est très facile dès qu'il y a un problème en disant « ouais, c'est eux les problèmes ». Mais malheureusement, ça marche souvent. Parce que les gens préfèrent ne pas réfléchir et se dire « c'est eux les problèmes ». Mais c'est une acceptation. Identifier les coupables. Exactement. Mais c'est accepter la violence. Parce qu'à partir du moment où on vous dit « c'est eux le problème », il va falloir résoudre le problème. Et par contre, on va peut-être pouvoir même violenter ces gens, parce que c'est légitime. Ça veut dire que nous parlons de l'esclavage, nous parlons de l'esclavage. On peut parler du passé. Et moi, très souvent, je dis aux gens, parler du passé, c'est pour éclairer ce qu'on vit aujourd'hui. Et lorsque, par exemple, je suis aux Antilles, et je me dis, mais c'est fou quand même. Comment se fait-il que les gens ont accepté cette violence pendant des siècles ? Comment, en fait, pourquoi ? Mais la réalité, c'est que nous acceptons certaines violences. Il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée, on continue à vivre. Il y a des gens qui sont exploités dans des enfants pour nos matières premières, pour leurs matières premières pour faire les téléphones. On accepte. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut déjà dire que ça existe.
et ne pas se mentir. Je pense que très souvent, ce qui nous manque, c'est une certaine lucidité et de dire qu'effectivement, il y a des injustices et qu'il faut essayer de changer les choses. Les morts de la Méditerranée, c'est terrible dans ce sens parce que c'est déjà, ça est assumé comme un coup naturel, comme un dégât naturel de la situation, non? Oui, parce qu'en fait, vous savez, et là encore, je le dis, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une question de comment on se positionne au monde. Je vous ai dit, moi je suis un homme noir, donc ma vision peut être parce que je suis noir. Mais vous savez, la chose la plus répandue dans le monde, c'est la haine des Noirs, le mépris des Noirs. Ça veut dire que presque, ils n'existent pas. On ne les voit pas. Si c'était des Ukrainiens qui devaient traverser, je pense que l'Europe ne laisserait pas faire ça. C'est mon point de vue en tant que personne noire. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc moi je pense que oui, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce que, à preuve du contraire, nous sommes des êtres humains. Et moi je suis d'avis d'ailleurs qu'il faut écouter les personnes qui subissent les violences dans une société. Et ça, peu importe les violences. Parce qu'en règle générale, ce sont ces personnes qui peuvent vous raconter l'injustice du monde. Donc s'ils peuvent vous raconter les injustices du monde, c'est eux qui peuvent faire améliorer les choses. Et les mots blanches, quelle est l'origine? Comment on commence à identifier une partie de la population blanche? Ça a une certaine auréole religieuse, j'imagine. Mais en fait, oui, effectivement, je pense qu'on pourrait remonter, comme je parle avec des historiens, aux croisades, où les gens sont habillés en blanc. Mais dire que les gens sont blancs, c'est vraiment, effectivement, lors de la construction des supposées races. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, et en plus, c'est vraiment vers la fin de l'esclavage et pour le début des colonisations. C'est-à-dire, en fait, il faut légitimer une violence. Et donc, nous sommes blancs, nous allons porter la lumière. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous écoutez, ça existe encore. Hein. C'est-à-dire que les pauvres, on va les aider à vivre comme nous. Ben en fait, il faut se poser la question à savoir, est-ce que le fait de vivre comme on vit nous, dans nos pays occidentaux, et en fait, est-ce que c'est juste? Sachant quand même que tout le monde, enfin ceux qui le savent très bien, savent que c'est impossible. Ça veut dire que si par exemple, tous les habitants de la Terre vivaient comme en France, il faudrait 3 planètes. Nous sommes d'accord que nous n'avons pas 3 planètes. Déjà qu'en vivant comme on vit, c'est une catastrophe générale, il y a un réchauffement climatique, il y a des vrais problèmes. Donc on sait très bien que tous les habitants de la Terre ne peuvent pas vivre exactement comme en France. Je ne sais pas, en Espagne, peut-être que c'est plus ou moins la même chose. Ça veut dire que si tout le monde vivait dans le monde comme en Espagne, il faudrait 3 planètes. Et c'est une catastrophe. Et il y a des pays, si on vivait comme eux, une seule planète suffirait. Hein. Sauf qu'on dit que vivre comme eux, bah, ça, c'est pas normal. Vous voyez, la modernité. C'est-à-dire qu'au fond, le racisme, c'est un élément qui prend son forme puissante pendant la modernité. Exactement. En fait, surtout dans le fait que les hommes, la terre, sont à disposition d'une minorité de gens et qu'on peut tout faire. Vous savez, dans le livre, je reprends les propos des chefs autochtones en Amérique quand les Européens arrivent, d'accord ? Où ils disent, mais en fait, l'homme blanc, vous pensez que la rivière est à vous, que les arbres, c'est à vous, que la montagne est à vous. Mais en fait, elles ne vous appartiennent pas, en fait. Elles appartiennent aux générations futures. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Et je pense qu'on a développé une pensée de superpuissance et que tout est à disposition. Et je pense que depuis très très longtemps, ce qui se passe là, par exemple, on sait qu'il y a un réchauffement climatique, mais ça fait très très longtemps qu'il y a des gens qui disent qu'on va à la catastrophe.
C'est pas nouveau. Parce qu'on surexploite, on surexploite, parce que nous vivons du côté des pays qui surexploitent les matières premières. Voilà. Et en fait, une singularité, c'est que finalement, le nombre de blanches dans le monde, ça doit être autour du 20% je crois, de la population mondiale. C'est dommage que vous ayez posé la question. Que vous me dites la réponse, j'aurais posé la question à madame. Parce que très souvent, c'est vrai que lorsqu'on parle du racisme, on dit souvent « ouais, mais quand même, vous devriez accepter parce que vous êtes une minorité. Donc c'est normal que la minorité se fasse traiter un peu moins bien quand même, c'est normal. » Parce que la majorité... La minorité, c'est les blancs. Exactement. Mais les personnes blanches ne savent pas qu'ils sont minoritaires au monde. N'ayez pas peur, hein. Commence pas à faire des trucs. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. D'accord ? En fait, oui. Donc, en fait, c'est qui construit le discours ? La question, c'est qui construit le discours ? Parce que quand vous construisez un discours, effectivement, vous êtes beaucoup plus puissant que même s'il y a un grand nombre, parce que vous construisez le discours. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, en ce moment, dans les pays comme mon pays en France, je ne connais pas la réalité totalement ici, mais en France, c'est très compliqué, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme moi qui déconstruisent le discours en disant « mais attendez, excusez-moi, Christophe Colomb, il n'a pas découvert l'Amérique ». Ben non, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ce personnage-là, en fait, c'est votre héros national, mais il a tué plein de gens de l'autre côté de la mer. Là. Il ne peut pas être comme ça, érigé en... Et là, il dit, mais qui tu es, toi ? Déjà, sois content d'être là. Hein. On dit, sois content d'être là, mais moi, je suis français, comme tout le monde. Et donc, je veux que les choses changent. Et donc, il y a cette vision où il faut changer de point de vue. Mais comme il y a une éducation de longue date qui construit la légitimité d'un discours, quand vous venez et vous dites quelque chose de différent, ça déstabilise. Et on ne veut pas vous écouter. Et c'est pour cela que je dis que je pense qu'il est intéressant d'écouter. C'est bien d'écouter. C'est bien d'écouter. Oui. Le prochain pape est marron. Vous imaginez la catastrophe, la peur que vous faites aux gens. On a eu un président aux États-Unis, marron, non, avec une femme aussi marron, qui n'a pas changé rien. Mais vous pensez que c'est le président de l'Église, ça devient le prochain marron, il peut changer quelque chose. Écoutez, sincèrement, en fait, ce qui est très intéressant dans le fait, par exemple, que Obama soit vu comme noir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'il soit vu comme noir, parce qu'en fait, il est métis. Mais en fait, quand vous êtes métis, vous n'avez pas le droit d'être blanc. Blanc, c'est blanc. Il n'y a pas de... Vous avez une goutte comme ça, vous êtes noir. Non, c'est bon. Les blancs n'acceptent pas tout le monde, d'accord ? Mais en fait, historiquement, c'est vrai. Mais Obama, universellement, est noir. Exactement. Il est reconnu comme noir. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Mais en fait, Obama, il n'a pas pu mettre fin au racisme aux États-Unis. C'est impossible. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans les mentalités, qui est extrêmement ancré dans les sociétés. Et parfois, il y a des personnes de bonne volonté, mais ces personnes-là sont racistes, mais ils ne se rendent même pas compte. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement profond. Il y a par exemple l'idée que les Noirs seraient plus forts physiquement, d'accord, plus forts en sport et tout. Mais ça, c'est extrêmement raciste en fait. Mais les gens, ils pensent que c'est sympathique. Par exemple, dans le livre, je raconte une histoire. Lorsque vous êtes joueur de foot, après les entraînements, vous restez, vous faites des étirements. Et j'avais un coéquipier, tout le temps, il me disait, tu sais quoi, Tutu, il m'appelait Tutu, ça aussi, ça reste entre nous. Tutu, tu sais quoi, avec tes qualités physiques et mon intelligence, je serais trop fort. Mais lui, il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Moi, je ne le reprenais pas parce qu'en fait, par nature, pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais un problème. Parce que depuis tout petit, j'aime observer les gens. Et je pensais que c'était un vrai problème. Je me disais, mais toi, tu as un problème, pourquoi tu observes les gens ? Et en fait, j'ai pris l'habitude de ça et aussi de ne pas relever les choses
pour justement continuer à observer, pour que les gens puissent parler naturellement et pour voir en fait ce que je pouvais en tirer de ça. Mais tous les jours, il y a des propos racistes, mais d'une violence totale. Par exemple, j'ai découvert quelque chose. Par exemple, ce qui s'est passé avec Vinicius. Et les gens sont persuadés que quand Vinicius subit le racisme, il n'y a que lui. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas, en fait, tous les Noirs sont en train de subir le racisme à travers Vinicius. Les enfants qui sont au bout du monde, qui regardent le match, en fait, subissent le racisme à travers Vinicius. Et il n'y a que là, j'ai pris conscience que les gens me disaient, oui, je dis, quand tu es noir, en fait, et qu'il y a un noir qui se fait tuer aux États-Unis, peu importe où tu es, c'est une violence. Parce que potentiellement, ça aurait pu être toi, puisque toi, tu es noir. Mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce que les personnes blanches, n'ayant pas l'habitude d'être mis dans une catégorie, d'accord, donc ne perçoivent pas le lien avec un autre blanc. Ça veut dire que s'il y a un pilote d'avion blanc qui se jette et qui tue tout le monde dans l'avion, aucun blanc va dire « Ah ouais, putain, quand même, on a un problème, qu'est-ce qu'il a ce blanc là? Il a craqué. » Si un noir jette un avion et c'est un pilote noir, tous les noirs ils disent « Oh putain, ça va nous retomber dessus encore. » là. Ils vont dire « Ouais, les noirs, il ne faut pas qu'ils pilotent parce que... » Il y a un noir qui, je sais pas moi, qui vole, d'accord, qui vole et qui tue 2 personnes. Tous les noirs vont se dire oh putain, mais c'est pas possible, ça va nous retomber dessus encore. Pire, peut-être qu'il y a beaucoup de blancs qui disent ah t'as vu, on a raison de ne pas avoir confiance dans les noirs quand même. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Je voudrais te demander aussi une réflexion sur une situation particulière de racisme que c'est juif palestin, juif arabe. Mais là aussi, moi je pense qu'effectivement, ce sont des rapports de pouvoir et ce sont des constructions politiques pour légitimer certaines violences. Parce qu'en fait, très souvent, vous allez voir que les gens s'entendent. Les gens s'entendent s'ils n'ont pas entendu certains discours. C'est-à-dire que vous pouvez vous entendre et tout d'un coup, vous apprenez qu'un tel est d'une certaine religion. Qu'est-ce qu'on a dit de cette religion-là? OK. Et donc, c'est pour ça que je dis que très souvent, le racisme ou le rejet de l'autre, c'est avant tout une construction politique, médiatique qui vont vous dire « ils ne sont pas comme nous ». Et on invente des mots. Par exemple, des sans-papiers. Quelqu'un sans papier, vous oubliez qu'en fait que c'est un être humain. Ça veut dire qu'il n'est pas légitime. Et d'ailleurs, par exemple, il y a des mots qui sont différents. Il y a des gens qui sont immigrés ici j'allais dire en France, nous ne sommes pas à Barcelone, nous sommes en Espagne. OK. Mais par exemple, très souvent, les Espagnols qui sont à l'étranger, par exemple, qui travaillent, ce sont des expatriés. C'est bizarre quand même, non? C'est quand même bizarre quand même, non? Si. Ah ouais, vous n'êtes pas des immigrés, vous êtes des expatriés. Ouais, c'est pas pareil. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'on ne se rend pas compte que dans le vocabulaire, en fait, il y a plein de choses qui légitiment ou qui délégitiment. Et qui nous explique que le même mépris prend des formes différentes. Exactement. Et c'est pour cela que, situations. Et c'est pour cela que si nous voulons vraiment parler de ces sujets, il faut avoir le courage d'écouter. Il faut avoir le courage d'écouter. Parce qu'il y a d'autres points de vue qui existent depuis très très longtemps. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, James Baldwin, c'est un penseur américain. Depuis très longtemps, il dit, mais en fait, le problème du racisme, c'est un problème de blancs. Donc il faut que les blancs réfléchissent à leurs problèmes. Mais la plupart des personnes blanches peuvent se sentir agressées, alors qu'en fait, ils n'agressent pas. Il dit qu'en fait, que si ça perdure dans le temps, ceux qui ont mis des lois en place, ceux qui excluent, en grande majorité, ce sont les personnes blanches. Donc les personnes blanches devraient réfléchir à pourquoi, en fait, ça continue.
on fait le même que toujours. Prenez le micro. Je parlais que... Oui, je parlais que dans votre exemple d'avant, vous avez dit non, que les femmes, c'est pareil. Mais c'est les mères et les grands-mères, on éduque les petites filles de la même façon. Sauf que ça, c'est une perpétuation du problème. C'est là, ce qu'on doit changer, c'est pas transmis par les gènes. Et de tout plus petit, on a la pensée blanche. Le pensement blanc, on doit changer les livres, on doit changer à l'école quelque chose pour éviter ça. Pour éviter ce pensement blanc, parce que sinon, ce sera toujours... Parce que je suis d'accord avec vous que ce sont les blancs qu'on doit changer et que sont une minorité, mais les noirs, on fait le même, parce qu'on accepte, non? Exactement. Et à la fin, c'est le même un jour, l'autre jour... Et c'est pour ça que je dis que la pensée blanche, ce n'est pas la pensée des blancs. Attention, la pensée blanche, ce n'est pas la pensée des blancs. C'est cette pensée de hiérarchie selon la couleur de la peau. Et vous avez raison de le dire, les personnes noires sont intégrées dans ce discours. Et vous voyez, c'est ce qui manque dans la société. C'est s'arrêter et prendre conscience que c'est un mal qui est extrêmement profond, et plus profond que l'on pense. Donc ça veut dire que si on doit évoluer, il faut changer tout ce qui est discours. Parce que comme vous le dites, le racisme perdure à travers comment je pourrais dire ça, des choses non dites. Des choses non dites, c'est-à-dire que dans des comportements, c'est comme le sexisme, c'est-à-dire que vous voyez votre maman faire, vous voyez votre grand-mère faire, et donc vous reproduisez des schémas. Vous savez, je dois dans quelques jours, je dois remettre une décoration à une dame. Et je m'intéresse un peu à sa vie. Et d'ailleurs, elle est née en Espagne. Son père est parti dans les années 60 parce que il y avait une certaine pauvreté en Espagne. Le père arrive en France, fait venir la maman et cette petite fille qui avait 9 ans. Et en discutant avec la fille de la dame, elle me dit oui, dans la famille quand même il y a un petit débat parce que elle faisait pas beaucoup les travaux à la maison. Ils étaient 5. Parce que sa maman, donc la grand-mère, disait à sa maman, tu ne fais pas les travaux à la maison. Toi, tu étudies. Et moi, je me suis dit, cette femme, elle est d'une intelligence redoutable. Parce qu'elle a cassé le schéma. C'est-à-dire que la petite fille, qui était la plus grande, normalement, dans beaucoup de familles, tu t'occupes des autres. C'est-à-dire, c'était le prolongement de la maman, tu t'occupes. Sauf qu'elle, elle a dit non. Toi, ma grande fille, tu ne vas pas faire les travaux. Toi, tu vas étudier. Et son rêve, c'était que sa fille devienne médecin. Vous savez ce qui s'est passé dans cette famille? Elle est devenue médecin. Tous les autres enfants, médecin ou prof. Parce que la mère, de façon inconsciente ou consciente, elle avait compris qu'en fait, en éduquant la première et que la première soit brillante, en fait, elle allait tirer tous les autres enfants. Ok. Mais en règle générale, on est dans le reproduction. On ne réfléchit pas comme cette dame. On ne casse pas les choses. On fait ce qui a été fait. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas ce qui a été fait, vos parents vous disent oh, on a toujours fait comme ça, il faut faire comme ça. J'ai entendu ça dans ma famille aussi. Voilà. No dubteu en incorporar-vos. Ell entén perfectament el castellà i si no hi podeu parlar en català, que hi ha traducció. O sigui que qui vol incorporar... Mira. Ui. Je suis très, très contente de vous écouter parce que votre français, je le comprends très bien, que je vais à l'Institut français de Barcelone et je comprends à vous mieux que les personnes qui sont là. Alors, je ne sais pas où vous avez étudié le français, où vous avez fait vos études de français.
Alors, cette question est très intéressante. Vous appelez comment? Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa me demande où j'ai appris le français. En fait, c'est très intéressant sur la thématique que nous parlons. Maria Rosa, dans vos têtes, vous vous dites, mais pourquoi il parle si bien français? Mais parce que vous vous êtes pas dit que potentiellement je suis français. Mais vous êtes un Français qui a étudié ses premières études où? En France? Si, mais à quelle école? La rue, par exemple. Elle essaie de s'en sortir, mais on va... En fait, ce qui est très intéressant, non, moi je suis français. Si, mais peut-être vous êtes de Marseille ou de Paris ou de je ne sais pas quoi. Oui, mais en fait, si vous voulez, moi je suis de la Guadeloupe. Ah, de Guadeloupe, hein? D'accord. Et en fait, si vous voulez, pourquoi? Je vais vous expliquer peut-être pourquoi vous comprenez plus facilement ce que je dis. Je vais vous donner une explication. Je dis très souvent à mes enfants, quand vous parlez, c'est pour qu'on puisse vous comprendre. Donc en fait, si vous me parlez et je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Peut-être qu'il y a des personnes à l'Institut qui parlent, mais qui ne prennent pas le temps de se poser la question à savoir, est-ce qu'ils me comprennent? Et donc ça veut dire qu'il faut parler à, je dirais, une vitesse pour que les gens puissent avoir le temps de comprendre. C'est peut-être ça. Mais sinon, je suis de la Guadeloupe. Et M. Turan, la deuxième question, si c'est possible, c'est qu'il fait beaucoup de temps à Tiananmen, on est à la Chine. Oui. On m'avait dit combien d'années ils ont passé de ça, le problème de Tiananmen. Oui. Il fait combien d'années? Une trentaine. Une trentaine d'années. Oui. Alors, j'avais écouté ou j'avais lu dans des journaux qu'il a commencé tout parce que à l'université à Tiananmen, il y avait des étudiants chinois, parce que c'est à la Chine, mais aussi des étudiants noirs, et que les Chinois, ils étaient jaloux de les pouvoirs sexuels des Noirs. Et ça, je l'écoutais, il fait 30 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez entendu ou vous êtes trop jeune pour savoir ça? Je ne suis pas si jeune que ça. D'ailleurs, vous parlez très très bien. Vous parlez très très bien français. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Alors, vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, c'est une construction, le pouvoir sexuel des hommes noirs. Parce qu'en fait, la crainte ceux qui ont le pouvoir, c'est qu'en fait, qu'il y ait un rapprochement sexuel entre ceux que vous dites étant des sauvages inférieurs. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut avoir une attirance. Mais si une attirance, c'est la pire des choses. C'est pour ça qu'on interdisait d'ailleurs les mariages mixtes. Et si on a interdit les mariages mixtes, c'est qu'il y en avait. Ça, il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les a interdits parce qu'il y en avait. Et ce pouvoir sexuel, en fait, lorsque on pendait des hommes noirs, en fait, souvent, ça se terminait parce qu'on leur coupait le sexe. Parce qu'en fait, il y a ce fantasme, et je pense que ce racisme perdure dans la société de façon très puissante, parce qu'effectivement, il y aurait une compétition, à savoir qui est plus homme que l'autre. Et si vous pensez qu'être noir, c'est un super-homme, il y en a qui vont être jaloux. C'est naturel. Et c'est pour ça que très souvent, on renvoie le noir à sa force physique, à sa sexualité. Et il y a certains noirs qui jouent avec ça, parce qu'ils pensent que c'est un truc positif. Mais l'animalité, la sexualité, ça veut dire qu'on vous retire aussi le fait d'être intelligent. Donc c'est pas anodin, les trucs qu'on pourrait présenter comme positifs. Généralement, quand vous grattez, vous allez voir que si le noir est puissant physiquement, c'est qu'il est moins bon quelque part. Et le moins bon quelque part, ce serait dans l'aspect intellectuel. Voilà.
Bona tarda. Bona tarda. Jo no parlo francès, ho sento. Moi, je ne parle pas français aussi, vous inquiétez pas. Bé, el que jo després de llegir-me el seu llibre ha estat molt interessant perquè fa com una sèrie de... desmitifica la història. Vull dir, és una visió molt blanca, la veritat. Llavors he arribat a la conclusió que els que ens denominem blancs, incloent-me jo, evidentment, és com una pertanyança a un grup. I aquest grup ha de rivalitzar amb la resta. I són superiors i ho hem de demostrar. No sé si té alguna cosa a veure el que penso o el que jo he entès del seu llibre. Perquè és que és tan intel·ligent aquest llibre, és tan evident tot el que diu, que em sorprèn que jo tinc 51 anys, soc de la seva edat, i em sorprèn que totes aquestes coses no s'hagin ensenyat una mica, perquè anem a la globalització, que tots som iguals, tothom té els mateixos drets, però no és veritat. És una gran mentida, i la mantenim entre tots. Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai montré la carte et je disais qu'il y avait plusieurs points de vue. Il faut savoir que depuis très longtemps, il y a des intellectuels afro-américains, antillais, africains, qui parlent d'un autre point de vue. Sauf qu'en règle générale, les gens ne les connaissent pas. Ils ne sont pas très connus. Mais ça fait très très longtemps qu'effectivement, il y a des intellectuels qui parlent, qui traitent de ces problèmes. Dernièrement, je lisais un magazine qui était, je crois que c'était 1920 ou 1930, en Martinique, qui parlait de le rapport entre noir-blanc. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, ils disent des choses d'une très grande actualité. Par exemple, je ne sais pas ici si vous connaissez Frantz Fanon. Quelqu'un connaît Frantz Fanon ici ? Oui. Levez la main qui connaît Frantz Fanon. Ok, très peu. En fait, par exemple, Frantz Fanon dit des choses extrêmement justes sur la problématique du racisme, parce que c'est un psychiatre. Et en fait, lui, il analyse ça en tant que psychiatre, en fait, en tant que traumatisme. Et nous sommes enfermés dans des traumatismes et parfois on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des malentendus, parce qu'encore une fois, il y a toute une littérature qui raconte ces histoires. Et si vous êtes intéressé, prenez le temps d'aller sur Internet, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui écrivent. D'ailleurs, par exemple, il y a beaucoup de femmes noires qui écrivent sur le féminisme. Et qui disent, voilà, qu'on parle de féminisme, on parle de féministes blanches. Et en fait, le féminisme noir doit être vu d'une autre façon. Et c'est super intéressant. Voilà, c'est super intéressant, sachant qu'en règle générale, effectivement, il n'y a pas l'espace, parce que ceux qui devraient donner plus de visibilité sont un peu réfractaires à ces discours-là. Voilà. Gracias. De nada. Sí. Señor Turán, buenas tardes. Buenas tardes. Usted en su conferencia usted es exfutbolista, ha hecho una mención al caso de Vinicius y usted ha explicado que cuando se insulta a Vinicius se insulta a todo un colectivo, ¿no? Y que así lo viven y lo sienten. Yo quisiera que hiciera una reflexión sobre el mundo del fútbol y del racismo. Usted ha sido exfutbolista. En España hemos vivido, muchos futbolistas negros han vivido situaciones repugnantes con cánticos masivos, corales, insultos racistas, onomatopeyas imitando el sonido del mono. Pero Vinicius ha aprovechado su fuerza, es uno de los mejores jugadores del mundo y él fue el que se plantó en el partido
del Madrid en Valencia, él se plantó, él señaló a las personas que le insultaban y esto obligó a activar el protocolo antirracista y obligó a la policía a identificar a los que le insultaban. Hoy están declarando en sede judicial las 3 personas que fueron detenidas. ¿Cómo ves este caso, Vinicius? ¿Crees que puede ser un antes y un después para que termine la impunidad con la que en España y en los campos de fútbol en particular, perdone esta pequeña cuestión del fútbol, que se pueda desactivar esta impunidad que ha habido? Alors, tout d'abord, le racisme qui existe dans le monde du foot est à l'image du racisme qui existe dans la société. Après, nous sommes dans une certaine forme d'hypocrisie, parce que le racisme dans le football existe depuis très longtemps en Espagne ou dans d'autres pays. Lorsque j'étais enfant, moi-même, j'ai vu à la télévision des joueurs noirs se faire insulter de singes, qu'on envoyait des cacahuètes, des bananes sur le terrain. J'ai grandi, j'ai été joueur de foot moi-même, j'ai subi des bruits de singes. Je disais à mes coéquipiers que c'était inacceptable. La grande majorité me disait c'est pas grave. Les dirigeants de mon club ou de mes clubs me disaient non mais c'est pas grave. J'ai arrêté le foot. Mes 2 enfants jouent au foot, donc cela continue. Donc on voit que si les choses perdurent dans le temps, c'est parce que c'est pas une priorité. Il faut que nous puissions avoir le courage d'être lucide en fait sur la situation. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, la chose la plus partagée dans le monde, c'est la haine des personnes noires. Et comme je vous ai dit, même les personnes noires peuvent intégrer cette haine-là. Et donc, c'est normalisé. C'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Et puis, ce n'est pas la chose la plus importante. Et on va essayer d'analyser en règle générale ce qui se passe lors d'un match lorsqu'il y a une manifestation raciste. Pour vous faire comprendre un petit peu la société dans laquelle nous vivons. Le joueur noir se sent agressé. Justement, il se sent agressé, il est heurté. Donc, il demande de l'aide. D'accord ? On voit qu'il est un peu agité, il demande de l'aide, il est en colère. En règle générale, les coéquipiers, les adversaires vont lui demander de se calmer, de revenir au foot, de calme-toi, reste sur le terrain. Quand il veut sortir du terrain, les autres vont lui dire « Vas-y, viens, reste sur le terrain ». Et donc, il s'énerve, encore, parce qu'il est vraiment en colère, parce que c'est de la violence. Subir le racisme, c'est subir de la violence. Et donc, lui, il essaie de se défendre. Mais en fait, personne ne le défend autour. Ce qui est très intéressant, pour calmer, en règle générale, l'arbitre lui met un carton jaune. Tout d'un coup, ça veut dire que c'est lui qui crée problème. Il a un carton jaune. Et s'il continue à s'énerver encore, en fait, il reçoit un carton rouge. Et d'ailleurs, ça a été le cas de Vinicius. Vous allez voir que dernièrement, en Italie, avec Lukaku, c'est exactement la même chose. Il a reçu un carton rouge. Et dans le passé, c'est toujours pareil. Et lorsqu'il reçoit le carton rouge, qu'est-ce qui se passe? Il sort du terrain. Le match continue. Donc ça veut dire qu'en fait, que le message que vous envoyez aux personnes qui potentiellement subissent le racisme, ferme-la. Écoute, ferme-la et ce sera la meilleure des choses. C'est pour cela qu'en fait, qu'il y a très peu de joueurs noirs qui prennent la parole. Parce que quand vous êtes noir, vous savez comment ça va se terminer. Ça veut dire tout d'abord, quand vous êtes noir, vous n'allez pas vous énerver. Vous allez rester très très calme. Parce que si tout d'un coup on perçoit de l'énervement, de la colère dans ce que vous dites, ça va se retourner contre vous. Ça c'est un peu comme les femmes, vous savez, où à un moment donné on dit « oh elle est hystérique ». Il faut rester très très calme. Et parce que Vinicius, la réalité de ce qui s'est passé avec Vinicius, c'est que ça fait très longtemps qu'il subissait le racisme. D'ailleurs, j'étais venu il n'y a pas très longtemps en Espagne, et un des journalistes me disait « Mais Monsieur Thuram, ce n'est pas totalement du racisme, parce qu'en fait, lui aussi, vous avez vu le comportement qu'il a ». Donc ça veut dire, ce qui est très intéressant dans le racisme, c'est la faute de celui qui subit le racisme.
Et s'il subit le racisme, c'est de sa responsabilité. Et ce qui est aussi très intéressant dans la figure de Vinicius, pourquoi Vinicius subit le racisme? Parce qu'il est très très fort, effectivement. C'est peut-être le meilleur joueur en Espagne. Et donc en fait, les racistes, ce qui ne supportent pas, c'est que le supposé noir soit tout en haut. S'il est balayeur, ben ça va, on ne le voit pas, on peut le mépriser. Après, il y a quelque chose qui dérange fortement les gens qui ne comprennent pas leur racisme. Parce que très souvent, les gens sont racistes, mais ils ne comprennent pas en fait le mécanisme du racisme. En fait, dans le mécanisme de racisme, il y a un truc qui est insupportable pour les racistes. C'est comment Vinicius, ce jeune garçon noir, qui vient des favelas, qui aujourd'hui, enfin, que dans leur tête, qui viennent des favelas, parce que je ne sais pas s'il vient des favelas, mais ce jeune homme qui viendrait des favelas, comment se fait-il qu'il soit si heureux? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qu'on reproche à Vinicius, c'est d'être heureux après les buts. Il y a même un qui a dit qu'il faisait le singe, à danser. Mais en fait, Vinicius représente tout ce qu'eux n'ont pas. C'est la vie. C'est la vie. Il vit. Il est heureux. Et ça, c'est insupportable, en fait. Comment fais-tu pour être heureux? Et très souvent, dans le racisme, il n'y a que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, leur vie est très compliquée, mais vous allez voir qu'ils sont heureux. Mais en fait, merde, moi je ne suis pas heureux, lui il est heureux, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est très intéressant vraiment d'analyser les situations de racisme dans le football. Et ce qui est très intéressant, que beaucoup de gens n'ont pas noté, pourquoi aujourd'hui on parle de Vinicius à ce point? Pourquoi même le président brésilien a parlé de Vinicius? Vous savez pourquoi? En fait, il y a une figure qu'on oublie. Ancelotti. Voilà que c'est un homme blanc, parce que Vinicius, il a toujours dit que c'était insupportable ce qu'il vivait, hein, et que c'était honteux. Mais en fait, sa parole n'avait pas de poids. Mais par contre, voilà un homme blanc qui intervient et qui dit « Non, moi je ne vais pas parler de foot, je vais parler de ce qui vient d'arriver. » Mais non, parlons de foot. Non, je ne parle pas de foot. Je vais parler de ce qui s'est passé. Oui, mais vous n'avez pas compris. En fait, il disait tonto. Non, j'ai bien entendu ce qu'il disait. Et donc, la figure de Ancelotti, qui est quelqu'un de respectable, qui est reconnu comme étant un grand manager, oblige tout le monde à la réflexion. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, je crois qu'il y a des gens qui ont porté plainte contre Ancelotti. Parce qu'il avait dit tout un stade faisait ce bruit-là. Et donc on voit que nous sommes obligés encore aujourd'hui à passer à travers l'image d'un homme blanc pour écouter et ressentir les violences que Vinicius dénonçait depuis très très longtemps. Vous voyez à quel point en fait il y a du mépris lorsque vous êtes noir. Ça veut dire ce que vous souffrez, en fait, ça ne nous intéresse pas. Il faut que ce soit un homme blanc, Ancelotti, qui fixe la limite. Et donc, c'est ça le problème du racisme. Et je pense qu'effectivement, ce qui serait intéressant, c'est que nous puissions, encore une fois, discuter tranquillement, sereinement, questionner l'histoire, questionner les intellectuels qui ont travaillé sur ces sujets depuis extrêmement longtemps, parce que très souvent, il y a des personnes qui parlent du racisme sans comprendre rien du racisme. Vous pouvez être noir et ne rien comprendre du racisme. En fait, il faut travailler, réfléchir, essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Et il faut remercier Carlo Ancelotti, espérant qu'il y aura de plus en plus de personnes comme Ancelotti pour faire changer les choses. Voilà. Hola, Lilian, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la conferencia. Yo te quería preguntar, porque usted mismo se ha referido como un hombre negro, y de qué manera esto ha influido en la educación de sus hijos, que a raíz de lo de Vinicius también han llegado a ser futbolistas. ¿Hasta qué punto son importantes los orígenes y el color de la piel?
Alors, pour moi, c'est fondamental. Vous savez, lorsque vous êtes parent, je pense qu'il faut protéger vos enfants. Je pense que tous les parents du monde, nous essayons de protéger nos enfants. Pour moi, protéger ces enfants, c'est leur expliquer dans quelle société ils vivent. C'est-à-dire, lorsque vous êtes enfant, jeune homme, vous n'avez pas d'enfant. Non. Prenez votre temps. Lorsque vous avez des enfants, en fait, vous anticipez les problèmes. À la maison, vous allez voir, tiens, cette table en vitre, il va se cogner dessus. Là, il y a des prises d'électricité, il va falloir mettre des cache-prises. En fait, vous anticipez. Il y a des escaliers, il va falloir mettre une barrière. Et donc, pour moi, j'essaye, depuis qu'ils sont tout petits, de dire à mes enfants, attention, vous vivez dans un monde où le racisme existe. Et peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités, notamment intellectuelles, parce que vous êtes de cette couleur. Par contre, ils vont surévaluer vos capacités athlétiques. Donc, faites très attention, parce que ces gens-là ont des problèmes. Et n'oubliez jamais que vous n'avez pas de problème, parce que ce sont les racistes qui ont un problème. Et les racistes voudraient vous faire croire que vous avez un problème. Non, vous n'avez pas de problème. Par contre, les enfants, je compte sur vous. Jamais vous allez juger quelqu'un sur sa couleur de peau. Et jamais vous allez vous enfermer dans votre couleur de peau. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, mon grand-fils, quand il avait 8-9 ans, il vient à la maison, il me dit « Tiens, papa, il y a Hugo qui m'a dit que les mathématiques, c'était plus dur pour moi parce que j'étais noir. » Et je lui dis « Mais t'as répondu quoi ?» Ben, je me suis mis à rire. Ok, ça veut dire qu'il a compris qu'en fait, que son copain Hugo avait un problème. Et le problème d'Hugo, c'était pas le sien. Après, c'est très important quand on est parent, à chaque fois qu'il y a un problème de racisme, d'intervenir pour montrer qu'effectivement, en fait, il ne faut pas laisser passer. Je vais vous raconter une histoire. Mon deuxième fils, Kefren, a toujours voulu avoir les cheveux longs. Donc, soit, lorsque vous êtes noir, vous avez un afro, ou soit vous avez des locks. Vous n'avez pas d'autre choix. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Bah, ok. On ne va pas parler de ce sujet. Et donc, il avait des locks. Et il y a une dame à l'école qui dit, qui perturbe avec ses locks, et ça, c'est pas très bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, blanches ou noires d'ailleurs, qui ont des préjugés sur les gens qui ont des locks. Parce que c'est des drogués, je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Et donc, la dame dit en fait, qu'il faut couper les cheveux parce que ça perturbe l'école. Ah, je dis, ah bon ? J'ai écouté les enfants, vous allez venir avec moi. Et je les prends avec moi pour qu'ils comprennent qu'en fait, il est légitime de se défendre. Parce qu'on dit très souvent aux gens qui subissent le racisme, vous devez subir et vous vous taisez. Moi, c'est le contraire. Il est légitime de se défendre. Et donc, j'arrive dans l'école, je dis, écoutez, je viens vous voir parce qu'en fait, vous avez demandé à mon fils de se couper les cheveux parce qu'il semblerait que ça dérange. Et je lui dis, mais je suis assez d'accord avec vous, vous savez. Hein. Vous savez ce qu'on va faire aussi ? C'est qu'on va faire en sorte qu'il change de couleur de peau. Je pense que c'est bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, la dame, bien évidemment, elle était en panique. Elle se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, non, franchement, vous savez quoi ? Kefren va changer de couleur de peau. Parce que je lui dis, à preuve de contraire, il y a des enfants qui ont des cheveux longs, des garçons qui ont des cheveux longs, il y a des filles qui ont des cheveux longs dans votre école. Alors pourquoi vous demandez à mon fils de couper ses cheveux ? Donc on va changer sa couleur de peau aussi, comme ça tout ira bien. Et là la dame, elle a vu que ça allait partir un peu loin, elle m'a dit non mais je crois qu'il y a un malentendu. Et je lui dis, ah ben, ouais je crois qu'il y a un malentendu. Et je lui dis, Kefren, Marcus, vous avez entendu ? Il y a un malentendu. Vous avez raison madame, il y a un malentendu. Vous pouvez dire à mes enfants qu'il y a un malentendu ? Les enfants, il y a eu un malentendu. Ok, mais c'était juste pour dire à mes enfants, vous n'avez pas à accepter l'inacceptable. Par contre, on va vous faire croire que vous n'avez pas d'autre choix d'accepter l'inacceptable.
Par contre, quand vous n'allez pas accepter l'inacceptable, on va essayer de vous le faire payer. C'est l'histoire du foot, avec Vinicius et les cartons rouges. C'est qu'on retourne la situation. Et donc, pour moi, toute personne, peu importe leur couleur de peau, lorsqu'ils sont violentés, il y a quelque chose qui s'appelle la légitime défense. Il faut savoir se défendre. Et en se défendant, on éduque les personnes qui vous agressent. Et c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Voilà. Et si j'avais des filles, j'aurais fait pareil, vous savez. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes une fille, en fait, vous êtes dans une société où, en fait, qu'il faut expliquer certaines choses pour moi. C'est évident. Moltes gràcies. Abans felicitar-te i agrair-te per aquestes reflexions. Et parlaré en català, tot i que no és la meva llengua materna, però me la faig com si fos així. Parlaves abans que el racisme també està present en països que tenen molta població que no és blanca. En el cas del meu país, jo soc de Colòmbia, crec que el 20% de la població només és blanca i la resta som racialitzades, però tot i així ens continuen explicant les històries des de les veus blanques. O sigui, jo llegia llibres on es parlava del descobriment, no tinc el privilegi de parlar llengües indígenes prèvies a la colonització del meu país, i encara n'hi ha discursos de gent que parla de la mare pàtria i de com hem d'estar agraïts per el procés de colonització. Llavors, volia preguntar-te com veus els processos de descolonització i d'antiracisme a països que encara tenen a la seva història aquesta forma de comptar als més petits i també a tota la població en general la història del país des de la veu blanca, sent un país eminentment negre. I també volia preguntar-te si això té a veure amb les desigualtats de classe. Si la desigualtat racial, quin nexe podem trobar amb la desigualtat de classe? Perquè també moltes persones que venen de països com Colòmbia o altres països llatinoamericans, quan arriben a Espanya, no se senten racialitzats fins a arribar aquí. O sigui, persones que tu veus i que tu pots dir, mira, jo al meu país em sentia blanca o no negra, però quan he arribat a una altra realitat on les diferències de classe són altres, doncs aquí noto que sí que soc racialitzada i així mateix discriminada. Llavors, com això té a veure les desigualtats de classe amb les desigualtats racials? Oui, effectivement, encore une fois, il faut vraiment que nous puissions prendre conscience que l'histoire de la racialisation du monde est une histoire extrêmement longue et profonde. Ça veut dire que depuis des siècles, nous sommes éduqués à travers ce prisme-là. Être blanc, c'est mieux. Et les blancs ont fini par croire que c'était vrai. C'est ça la réalité. C'est comme les hommes. Et donc, en Amérique du Sud, c'est pareil. Moi, j'ai été dans certains pays, effectivement, les personnes vues comme blanches sont minoritaires, mais en fait, ils ont le pouvoir. Mais en même temps, si vous êtes discriminé et vous n'avez pas accès à ce que vous avez le droit, mais ça crée un décalage énorme sur des siècles. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, comme aux Antilles, il y a aussi cette volonté d'éclaircir les générations futures. Donc ça veut dire qu'il y a des stratégies où les gens vont mettre en place pour choisir la femme plus claire, l'homme plus clair. Il y a un tableau qui est incroyable d'un peintre brésilien qui montre une femme noire, une grand-mère extrêmement heureuse, remerciant le Seigneur parce que sa fille était métisse et sa fille s'est mariée avec un blanc. En fait, son petit garçon est devenu blanc. Et c'est ça la réalité. Mais en même temps, comme je vous dis, ce qui est très intéressant, vous êtes blanc par rapport à qui ? Parce que effectivement, aux Antilles, c'est la même chose. C'est-à-dire les personnes très claires de peau, vues comme très 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 belles, qui ont du succès, lorsqu'ils prennent l'avion et qu'ils arrivent à Paris, ils sont vus comme noirs. Et ça peut être un choc. Et c'est un déclassement. Et c'est ça qui est très intéressant dans le colorisme.
Et c'est pour ça qu'en fait, oui, effectivement, ce processus, c'est un peu partout dans le monde. Mais c'est un peu partout dans le monde, pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte aussi, parfois, il n'y a pas si longtemps, le monde appartenait à quelques pays, dont le mien. La France avait colonisé en Afrique, en Asie, en Océanie. L'Angleterre. Et en fait, ces hiérarchies selon la couleur de peau, en fait, ça a été une éducation monde. Et l'universel, parce que moi je viens d'un pays où l'universalisme est très important. Et en France, on dit non, mais attendez, l'universalisme, ça ne peut être que, en fait, la multiplication des points de vue. Ça ne peut pas être simplement le point de vue du monde occidental. Mais lorsque vous avez l'habitude de parler et que vous pensez que vous êtes dans un dialogue alors que vous êtes dans un monologue, quand les gens viennent vous dire « mais attention, vous êtes dans un monologue », en fait, ça ne compte pas. Mais vous n'avez pas l'habitude d'écouter, puisque vous avez l'habitude de parler et de fixer les choses. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde. Et voilà pourquoi, en fait, il y a aussi cette idée que le monde occidental serait en déclin. Mais le monde occidental n'est pas en déclin. Il y a simplement des questions et il y a des choses à percevoir, à devenir lucide, à grandir, en fait. C'est-à-dire que les autres existent. Et le point des autres sont aussi valables que le vôtre. Et peut-être que si nous voulons avancer, c'est avancer ensemble. Et très souvent, par contre, les personnes qui ne veulent pas analyser le racisme essaient de dire qu'en fait, le racisme serait qu'un problème de classe. Non, c'est pas vrai. Parce que si vous vivez dans une société et vous n'avez pas ce que vous méritez, ben en fait, vous allez toujours rester tout en bas. Toujours. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il va y avoir des vagues migratoires. Il y a des gens qui vont être vus comme légitimes dans le pays plus rapidement que l'autre. Et ça dépend aussi de la couleur de votre peau. Quand vous êtes une personne vue comme noire, en fait, vous n'êtes pas vu, par exemple, moi, pas moi, parce qu'on me reconnaît, d'accord ? Mais une personne noire comme moi, en fait, ça peut avoir des siècles et des siècles que vous êtes français, mais on va vous demander d'où vous venez. Parce que les gens, ils me projettent en Afrique. Pourquoi ? Parce que je suis noir. Mais si vous êtes espagnol, portugais, vous subissez le racisme les premières 2 générations, après, vous pouvez même être raciste. Puisque on vous perçoit comme étant blanc ou blanche. Mais je reste persuadé que pour combattre le racisme, comme je disais tout à l'heure, c'est une idéologie politique. Il faut effectivement aller vers des politiques de redistribution. Où est-ce qu'il y aura plus d'égalité dans la société ? Et s'il y a plus d'égalité, il y aura moins de racisme. Parce qu'en fait, les gens qui dénoncent le racisme, qui dénoncent le sexisme, qu'est-ce qu'ils demandent ? Plus d'égalité. C'est tout. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec l'antiracisme. D'accord ? Qui disent que les femmes demandent trop. En fait, ils demandent trop d'égalité. C'est bizarre quand même comme concept. Mais il y a des gens qui défendent ça. Tous les jours à la télé en France, il y a des gens qui se disent « Ouais, l'antiracisme, quand même, il y a un dérive. Quand même, nous sommes d'accord de lutter contre le racisme, mais ceux qui dénoncent l'antiracisme, quand même, en fait, on demande l'égalité. Voilà. On veut une société plus juste. » Voilà. Que ja seria l'última, no? Allà. Sí. Hola. Hola. Te quería preguntar una cosa y es que ¿tú crees que el tema del racismo a una persona que viene de, por ejemplo, de Latinoamérica y que es de color y viene ahora mismo a Europa o básicamente a España, que es una zona de Europa donde generalmente hay blancos, la gente será, algunas personas racistas más que nada por su color de piel o por el tema de su acento, de dónde viene o básicamente sus orígenes?
Alors, on a tendance à mélanger certaines choses avec le racisme. D'accord ? C'est-à-dire que j'aime pas ton accent, j'aime pas tes origines. Enfin, en fait, le racisme, pour moi, c'est en fait l'idée de la racialisation du monde. C'est à travers les identités liées à la couleur de la peau. Et il y a des identités liées à la couleur de la peau qui ne vont pas te permettre d'avoir accès à ce que toi, tu mériterais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même point le racisme ou le fait que tu es espagnol, que tu n'aimes pas les Français. C'est pas que ça le racisme. Le racisme, c'est pas simplement qu'on m'insulte de singe ou qu'on m'empêche de rentrer dans une boîte de nuit. En fait, c'est vraiment plus puissant, en fait. Ça veut dire que tu ne peux pas, d'accord, tu ne peux pas mériter ce que toi tu mérites. Parce qu'en fait, il y aura beaucoup de fois. C'est pas qu'une fois qu'on t'insulte. C'est pas simplement l'appartement qu'on te refuse. Ça va plus loin que ça. Pour moi, le racisme, c'est effectivement que tu peux laisser mourir des gens en Méditerranée. Parce que le racisme, c'est ça, la violence. Donc si tu peux effectivement laisser mourir des gens dans la Méditerranée, en fait, tu peux insulter Vénitius. Tu peux empêcher de donner l'appartement. Tu peux ne pas donner le boulot. Et le racisme, c'est encore une fois une idéologie économique. Ça veut dire que le racisme anti-noir, la violence anti-noir, pour moi, c'est comment on regarde le continent africain. C'est-à-dire que, tout d'un coup, imaginez-vous comment vous visualisez le continent africain. C'est ça en fait. Et donc, en visualisant le continent africain comme vous le visualisez, comme vous renvoyez tous les Noirs à l'Afrique, donc il y a des grandes chances que le prisme que vous avez du continent africain, vous le reportez sur des gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'en fait, les Noirs sont là. Et si on peut les exploiter, eh bien on peut faire n'importe quoi avec eux. Si vous pensez qu'en fait, ils ne sont pas à votre hauteur, qu'il faut les aider, vous allez avoir des a priori aussi. C'est plutôt ça le racisme. C'est comment vous Vous savez, il fut un temps, il y avait un racisme très violent contre les Asiatiques. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais pourquoi ? Parce que la vision que l'Europe a de l'Asie a changé. En fait, c'est une question d'imaginaire. Et donc, c'est pour cela qu'il faut questionner nos imaginaires. Et nos imaginaires sont construits par des histoires du passé et du présent. Molt bé, moltes gràcies. Ho deixem aquí, si us sembla. Merci beaucoup, Lilian. Cette synthèse finale, je crois qu'il clôt bien la séance. Alors, merci beaucoup. Muchas gracias.